Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de PL Club. Cela fait maintenant presque une semaine que la Première Ligue a repris, vous le savez. On était ravis vraiment de retrouver l'ambiance des stades, de retrouver le commentaire. J'imagine que vous avez pris beaucoup de plaisir aussi à suivre les rencontres de la première journée. On a eu de bons matchs avec de l'intensité, parfois aussi du suspense. Et c'est donc avec beaucoup de plaisir qu'on se retrouve ici, comme tous les jeudis, en studio pour préfacer déjà la deuxième journée de la compétition. À mes côtés, Jean-François Remy. Salut Jean-François, ça va bien ? On est là aussi pour partager une passion. Ah, effectivement, que partage aussi Philippe. Absolument, et espérer que la saison soit aussi passionnante que la saison dernière. Je pense que ce sera le cas. C'est vrai, espérons avec nous aussi, comme tous les jeudis, Christian Skakels qui est avec nous en duplex avec sa base de données de vision du jeu et qui va faire parler sa science, comme d'habitude, et peut-être nous expliquer, pourquoi pas, ce qui pourrait se passer lors des prochains matchs. Salut Christian, vous avez déjà analysé les matchs de la première journée ? Tous les matchs ? Voilà, j'ai fait que ça en fait cette semaine pour être bien prêt, pouvoir partager ça avec vous et j'espère qu'on va découvrir de très belles choses et orienter le téléspectateur dans sa vision durant le prochain week-end. Ok, on vous retrouve d'ici un petit instant, Jean-François, Philippe, pour revenir, ne fût-ce qu'un moment sur la première journée. Je dirais qu'il n'y a pas eu véritablement de grosses surprises, mais y a-t-il quelque chose qui, malgré tout, vous a interpellé ou malgré tout surpris, Philippe ? Newcastle, parce qu'ils affrontaient une équipe d'Aston Villa qui avait été la grosse surprise de la deuxième partie de la saison, une défense difficilement pénétrable. Ils en mettent 5, ils ont été surdominateurs sur ce match-là. On a dit beaucoup de choses sur Newcastle. Peut-être que la seule chose qu'on n'ait pas dite encore, c'est que cette équipe est candidate à devenir un candidat au titre. Je ne dis pas qu'ils vont être champions, mais moi je pense qu'ils vont faire une saison aussi impressionnante que celle de la saison dernière. Le premier match a montré déjà quelque chose en tout cas. On verra la marge de progression aussi de cette équipe. Jean-François. Je vais vous dire 3 lettres. VAR comme VAR. Ça commence. Voilà, ça commence puisque du côté de Manchester United, c'est plus alors que plus globalement la petite victoire 1-0 de Manchester United, mais qui est passée vraiment par la toute petite porte parce que face à Wolverhampton ils ont été mis en difficulté et puis surtout il y a cette polémique évidemment d'un penalty qui n'a pas été accordé et des arbitres du VAR justement qui n'ont pas été retenus pour la deuxième journée. Ça ressemble à une sanction. C'est ce que j'allais dire, effectivement. C'est déjà une sanction sans doute pour le corps arbitral. Bon, on a marqué 28 buts à l'occasion de cette première journée. C'est quand même un bon total. Ça fait quasiment une moyenne de 3 buts par match. On a sélectionné, comme on le fait souvent, ce que nous considérons comme les plus beaux buts de cette première journée. Regardez. Bukayo Saka! Wow! Leaves his calling card for the new season. Alvarez, Haaland, incredible 2 goals in 35 minutes for Erling Haaland. One back by Fornells. Here's Jared Bowen! A tour de force from Jared Bowen! What a way to start the season for West Ham! Nketiah looking for an angle. Madison taking it on. A good turn inside, and a great shot from Emerson Royale. And almost out of nothing, Tottenham are back on level terms, 2 apiece. Would see Zach, but he couldn't get goal side of Conte this time. He can now. He's out flicking it in, and it's 3-1. Magnifique but d'Isaac. On reviendra évidemment sur Isaac et Newcastle un petit peu plus tard. Je dirais, quand on voit les buts que l'on a diffusés ici, il y a toute une série de joueurs qui se sont déjà illustrés la saison dernière et qui se sont à nouveau illustrés lors de cette première journée. On peut penser à Saka par exemple et Haaland aussi, qui en a planté 2. On pensait qu'il y avait un problème avec lui parce qu'il n'avait plus marqué depuis 6 matchs officiels. Il a remis un petit peu les pendules à l'heure quand même. Je pense que ça restera le premier attaquant le plus dangereux dans cette compétition, même s'il va devoir s'habituer à l'absence de Kevin De Bruyne pendant quelques mois.
Il n'y a pas de raison que ça change en soi, ses qualités, il les a. On sait bien que la faiblesse, ça pourrait être une blessure, parce qu'il a été assez fragile quand il jouait en Allemagne. L'année passée, il a tenu toute la saison, il a été un tout petit peu blessé, mais ça veut dire qu'on le gère bien aussi, donc je pense que ça restera le meilleur buteur de la compétition. Le championnat d'Angleterre est un des meilleurs championnats, si pas le meilleur au niveau européen. Pour s'imposer dans un grand championnat, il faut être régulier. C'est ça, aujourd'hui, la force d'un grand joueur, c'est la régularité. Et donc, s'ils ont bien terminé la saison dernière, il faut qu'ils commencent bien cette saison-ci pour justement répondre à ce critère tellement important au très haut niveau aujourd'hui. Et apparemment, c'est le cas. En tout cas, après le week-end que l'on a vécu, on va s'intéresser à 2 rencontres, comme on le fait souvent dans cette émission, les 2 rencontres phares, on va dire, du week-end. La première va opposer Tottenham à Manchester United. Les Spurs face aux Red Devils, ce sera samedi à partir de 18h30. C'est évidemment une belle affiche entre Tottenham, 8e la saison passée, et qui doit évidemment essayer de se ressaisir un tout petit peu, et Manchester United 3e, qui reste, on va dire, sur une bonne saison, même si tout n'a pas été parfait. Tottenham, pour parler d'abord de l'équipe londonienne, 2-2 à Brentford. C'est pas un résultat extraordinaire, c'est pas une catastrophe non plus. Non, mais en même temps, ils ont montré un peu des faiblesses semblables à ce qu'on avait vu la saison dernière. Donc beaucoup de hauts et de bas dans la même rencontre. Ils ont été assez bien dominés par Brentford en début de match. Puis ils ont su revenir, récupérer l'ascendant, mais ils n'ont pas su le garder non plus jusqu'au bout. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer, je pense, dans cette équipe et à trouver un équilibre. Et puis il faut digérer l'absence d'Harry Kane maintenant aussi. Oui, Tottenham reste un club très attractif de la Première Ligue. Tout le monde aimerait bien que cette équipe vienne se... Alors, je ne sais pas s'ils sont armés cette saison pour le top 4, mais j'ai envie de dire top 5, 6, 7. Enfin, il fait partie en tout cas toujours des bonnes équipes de Première Ligue. On ne met pas la barre trop haut, forcément. Il ne faut pas. Nouveau coach, nouveau départ, puisque on en parlera évidemment l'après Kane, il faut le digérer. Un départ mitigé à Brentford, enfin 2-2 à l'extérieur, c'est pas un mauvais résultat. Et pour le reste, une équipe qui doit se mettre en place, mais ça aussi j'en parlerai un peu plus tard, notamment sur l'aspect défensif. Le grand changement, vous l'avez dit, c'est évidemment Harry Kane qui est parti, on en parlera dans un instant, mais autre changement dans ce club, c'est le nouvel entraîneur. Un de plus, j'ai envie de dire, il s'appelle Angelos Postecoglou. Christian, vous m'avez dit en préparant l'émission que vous l'aviez rencontré il n'y a pas si longtemps, que vous le connaissiez relativement bien. Bon, on va rappeler qu'il est né en Grèce, mais qu'il est australien, c'est ça, hein? Oui, il a été l'entraîneur de l'équipe nationale d'Australie et je l'ai rencontré en 2019 quand j'ai été rencontrer des clubs au Japon et il était l'entraîneur de Yokohama F. Marinos qui a tout le temps joué la tête de ce championnat depuis plusieurs saisons. Il a été champion avec cette équipe avec vraiment une très bonne mise en place. Et puis il a fait partie un peu d'un réseau où on a fait transférer beaucoup de joueurs japonais. Donc il est arrivé au Celtic et puis il a fait venir 3-4 joueurs japonais au Celtic, tous des internationaux qui ont été très bons. Et donc, il était un peu dans ce réseau-là. Et puis maintenant, il a la possibilité de passer à une étape supérieure. On va voir maintenant, sans Harry Kane, avec une nouvelle mise en place, une nouvelle structure de jeu. Et donc, je suis très curieux de voir comment est-ce qu'il va s'adapter à ce championnat qui est quand même relativement difficile. C'est une des inconnues, évidemment, du côté de Tottenham. Il y en a beaucoup, du côté des Spurs. Bon, alors, le départ de Kane... Ça fait tellement de temps qu'on en parle que Kane va quitter. Il fallait bien que ça arrive. Il fallait bien que ça arrive. Maintenant, c'est fait. Il est parti au Bayern Munich. Et il va falloir rebondir. Ça, c'est pas une mince affaire. Il y a son nombre de buts qu'il inscrit chaque année qu'il faut remplacer. Il y a son association avec Son. Bon, peut-être qu'elle n'a pas été aussi efficace l'année dernière, mais on sait que ces deux-là ensemble, ça peut faire du dégât. C'est jamais simple de perdre un attaquant de classe internationale. C'est sûr que c'est le Bayern qui fait plutôt la bonne affaire dans la transaction. Et en même temps, Harry Kane, il sort aussi de sa zone de confort. Ouais. Il était en confort du côté de Tottenham. Il était chez lui, il était dans sa maison. Là, il va devoir aussi certainement trouver le moyen de séduire le public du Bayern. En attendant, du côté de Tottenham, résoudre le problème peut aussi se faire collectivement. C'est sans doute la solution
la plus directe pour arriver à réussir cette saison. Je rappelle quand même que la saison dernière, cette équipe a concédé 14 défaites. Donc c'est peut-être pas que l'aspect offensif qui a posé problème. Enfin, si on perd en plus l'aspect offensif, là, ça commence à poser problème. Christian, Kane, évidemment, c'est l'atout majeur. C'était l'atout majeur de Tottenham depuis de nombreuses saisons. Ce sont des chiffres incroyables auxquels on était habitué avec ce joueur-là. Oui, la structure d'un club comme Tottenham, avec un Harry Kane qui a quand même participé à 47% des buts la saison passée, c'est plutôt en fait la structure d'un club qui est une équipe moyenne, qui est, je vais dire, le haut de la moyenne du classement des équipes comme Aston Villa ou Crystal Palace. Ils ont un buteur attitré qui marque pratiquement la moitié des buts. Ici, il va falloir remplacer 33 réalisations cette saison dans l'ensemble de la saison par l'ensemble de l'équipe, comme dit Jean-François avec le collectif. C'est 47% des buts, c'est 11 buts de la tête, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, on marque à peu près 1 but sur 5 de la tête. C'est les buts sur corner et c'est des buts sur centre. Donc, c'est tout ce qui est en partie le jeu dominant placé, comme on le voit sur ces images, c'est-à-dire un ballon qui progresse, qui vient sur les flancs, et quelqu'un qui, en deuxième zone, est capable de mettre une tête victorieuse. Il a tous ces éléments-là. Maintenant, si on prend l'ensemble des éléments dans lesquels il faut être performant sur une saison, eh bien, il va falloir remplacer ça de manière collective. Alors, ils ont déjà réussi un peu ce week-end, et on le verra plus tard quand on expliquera avec James Maddison, mais ils ont réussi à marquer 2 buts, un par Emerson Royal, un par Romero. Donc, c'est ça que Tottenham doit apprendre à faire avant de trouver peut-être un vrai neuf avant la fin du mercato. Et en même temps, je trouve que le vrai neuf, ils l'ont peut-être chez eux. Enfin, moi, je suis toujours un peu étonné. Richarlison, qui a été aligné ce week-end, c'est quand même l'attaquant de la Seleção. Ça veut quand même dire quelque chose. Ce sont des références. Peut-être que le départ de l'un peut libérer l'autre. Et quand je vois les finitions ici en deuxième zone, je peux peut-être me poser sur Christian à ce moment-là, de dire est-ce que Richarlison n'est pas capable quelque part d'apporter ça ? Cette finition, non. On l'a connu en fait en étant le passeur pour Calvert-Lewin quand il était à Everton, où là c'était vraiment très performant puisque Everton était la meilleure équipe sur le jeu de tête suite à un centre, mais la personne qui donnait le centre, et le travail préparatoire, c'était justement Richarlison. Quand il est arrivé, on a pensé aussi qu'il allait apporter ça à Harry Kane, mais en fait, en termes de performance et efficacité, il a été beaucoup plus absent la saison passée. Maintenant, il va peut-être reprendre, comme vous le dites, la place de numéro 9 et pouvoir prouver qu'il a peut-être d'autres atouts dans son jeu, mais pour le moment, il ne l'a pas encore prouvé. On parle de Lukaku quand même aussi, hein, de plus en plus. Oui, le mercato n'est pas terminé, donc il y a encore beaucoup de joueurs potentiellement qui peuvent arriver. Ce sont quand même des clubs anglais qui ont des moyens, même s'ils ont déjà beaucoup dépensé, ça reste possible. Pourquoi pas un attaquant japonais, puisque c'est un coach qui a des relations dans des clubs au Japon. Christian, dans le sens inverse, il y a Maddison, évidemment, qui est arrivé de Leicester. Ça, c'est une véritable plus-value. Ça, c'est vraiment une véritable plus-value parce que c'est quelqu'un qui peut tirer des phases arrêtées, qui peut marquer sur coup franc direct, il en a marqué énormément. Et donc, c'est quelqu'un qui va remplir, à mon avis, son quota autant en termes de buts qu'en termes d'assists. Et on le voit ce week-end, donc il est le meilleur donneur d'assists de la Première Ligue pour le moment. Il a donné 2 assists. Un, vous voyez, à l'extrême gauche, proche de la zone optimale, c'est-à-dire le coup franc, où là, il fait le choix de même peut-être tirer directement, mais la course, la trajectoire est coupée par Romero et donc c'est un ballon rentrant très difficile à défendre. Et puis après, voilà, il a quelqu'un qui peut aussi pénétrer, s'infiltrer. Bon, là, il a un peu de chance dans sa passe. Mais enfin, il est quand même à la base de l'action. Donc lui, ça va vraiment être un plus qui va pouvoir être performant aussi bien en marquant qu'en faisant marquer les autres. Je pense que c'est au-delà du fait que ce soit un bon joueur, c'est peut-être un élément qu'il a manqué justement du côté de Tottenham la saison précédente. Alors, évidemment, le départ de Kane, on ne saura jamais à égalité évidemment ce que ça aurait donné, mais c'est vrai que c'est un élément, quand on voit ces 2 premiers assists sur la première journée, ça va compter dans une équipe. Au-delà de pouvoir donner des assists, je trouve aussi que c'est un merveilleux joueur pour
sortir les ballons contre le pressing adverse. C'est quelqu'un qui trouve les espaces, qui trouve les intervalles, qui parvient à vite se tourner, à jouer vers l'avant. Enfin, c'est vraiment un joueur que... C'est pas pour rien que c'est un international anglais quand même. Non. Oui, et puis c'est peut-être la réponse collective, enfin la clé de la réponse collective à apporter à l'absence de Kane. Donc c'est de mieux répartir les buts entre toute une série de joueurs qui sont capables d'en marquer. On a vu Emerson Royal qui marque un but, c'est pas tout à fait dans sa fonction au départ, mais peut-être que Maddison va apporter cette diversité-là et qu'on va avoir beaucoup de buteurs à Tottenham, ce qui serait une bonne chose parce qu'alors il rentrerait dans ce groupe de clubs où les buts sont répartis entre énormément de joueurs. Face à Tottenham, donc Manchester United qui s'est classé donc troisième la saison dernière. Je dirais, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, qu'on mise plutôt sur la continuité? C'est toujours le même entraîneur évidemment, c'est Tenag. Le noyau n'a pas beaucoup changé, même s'ils ont pris Mount quand même aussi. Ils ont fait 3 transferts. Ils transfèrent un gardien de but avec Onana. Oui. Ils dépensent quand même 52 millions. Jason Mount, ils en dépensent 64. Et puis alors moi, plus étonnant, je trouve, c'est l'arrivée de Rasmus Højlund. 75 millions dépensés pour un attaquant qui vient en fait dans le noyau compenser le départ de Weghorst, qui était là l'année dernière. Grand attaquant, 1m91, jeune, danois. Ils sont à la mode, les Danois, pour l'instant. Et donc, il vient de Serie A. Et je regarde un petit peu la saison dernière, c'est 9 buts et 4 assists. Donc, pas beaucoup de transferts, assez ciblés sur l'effectif de l'année dernière. On continue, à mon avis, le Ten Hag a un fil conducteur dans ses choix. Il lui fallait un attaquant de ce type-là. Ce n'est pas lui qui va nécessairement jouer chaque semaine, mais il leur fallait un attaquant pour remplacer Weghorst qu'il avait été cherché l'année dernière. Donc voilà un petit peu pour le profil des transferts de cet été. Mais pas... Il n'y a pas une révolution. Pas une révolution, non. Non, mais Tenag, il aime bien d'avoir un grand attaquant comme ça en réserve, parce que c'est quand même Rashford qui est le titulaire. Et puis, je pense qu'il a un axe jeune aussi avec Anthony et Garnacho qui étaient titulaires pour la première journée. Ça donne une indication sur des choix. Ce n'est pas une révolution, mais c'est quand même un petit changement par rapport à... Il ne faut pas oublier qu'on sort de l'époque Ronaldo et qu'on jouait plutôt avec des anciens. Là, il y a des jeunes qui ont pris leur place. C'est quand même assez différent, je dirais, de Manchester United il y a 2 ans. On verra. En tout cas, c'est le premier match en déplacement de Manchester United. Christian, vous êtes penché aussi sur les stats de Manchester United la saison dernière à l'extérieur. C'est pas extraordinaire, loin de là. Non, c'est ça en fait qui me fait un peu douter sur encore la capacité de Manchester United à vraiment titiller Manchester City et Arsenal. C'est qu'en fait, quand on voit ce tableau et qu'on voit que dans les matchs importants, c'est-à-dire contre le top 9, je n'ai pas été plus loin parce que ça aurait été encore plus grave, on voit en fait qu'il y a des performances à domicile, et ça c'est très bien, il faut toujours gagner à domicile. Mais alors les performances en déplacement, c'est 28 buts encaissés contre le top 9, avec des 7-0, avec des 6-3, avec des 4-0, 3 buts à Arsenal, 3 buts pris à Aston Villa. Et donc, en fait, j'ai un peu un doute parce qu'en regardant le modèle de jeu, je vois en fait qu'il n'y a pas assez de buts qui sont sur jeu dominant placé. Or, pour pouvoir être dans le top 3, voire titiller ceux d'en haut, il faut absolument pouvoir être fort sur centre, il faut pouvoir s'imposer dans les 25-30 derniers mètres. Et pour le moment, il n'a joué en fait qu'avec beaucoup de reconversions rapides, des transitions rapides et beaucoup de jeux de placés vers rapides, notamment. C'est comme ça qu'il a surpris Arsenal. Là, il y a un peu un doute, parce que s'il ne progresse pas dans ce domaine-là, il ne pourra pas titiller parce qu'il y a des matchs contre les équipes du bas de classement où il va falloir dominer. Et si on ne sait pas dominer, on va perdre des points et ces points-là vont coûter trop cher à la fin de la saison. C'est déjà un bon test, le déplacement à Tottenham. C'est une équipe en reconstruction. Et eux, ils le savent à Manchester qu'ils ont été mauvais contre les équipes du top en déplacement. Et c'est même pas bon, c'est mauvais quand on encaisse autant de buts. On se souvient, il y a eu des désastres vraiment terribles. Oui, défaites à l'extérieur sur 9. C'est assez étonnant de se dire qu'ils se sont classés 3e. Parce qu'ils ont été très bons à domicile. Alors, la première condition, c'est d'être très bon à domicile, mais il faut quand même, le rythme du champion, c'est gagner à domicile et faire match à l'extérieur. On disait ça dans le temps. Mais ça, ils ne font pas. En tout cas, les équipes qui sont au vrai top de la compétition, ils encaissent très peu en déplacement en général. Christian, quand on n'est pas bon à l'extérieur, ça peut arriver qu'on ne soit pas bon à l'extérieur, mais il faut trouver des solutions. L'une des solutions, c'est peut-être d'exploiter les phases arrêtées, mais l'équipe de Manchester United est-elle... ces dernières saisons, encore redoutable sur ce genre de situation?
On l'a tellement évoqué dans les PL Clubs des deux saisons passées, c'était chaque fois récurrent. Ils ne parvenaient pas à progresser sur ces domaines où on marque aujourd'hui 30% des buts normalement, c'est-à-dire un but sur 3. Et il y a même des clubs comme Brentford qui marquent pratiquement 45% et qui assurent leur maintien grâce à ça. Eux ne parviennent pas à progresser. Alors on se faisait la réflexion dans la préparation avec Jean-François, on s'est dit, nous, on sait de l'intérieur qu'il y a des staffs techniques qui sont dévoués simplement à ce domaine-là, des gens qui travaillent continuellement 24 heures sur 24 pour trouver des surprises sur phase arrêtée. Et regardez ce tableau. Depuis la saison 2018-2019, on est passé de 11 buts sur phase arrêtée sans penalty à 6 sur les 2 dernières saisons, c'est-à-dire 50% de moins. Et les penalties, c'est aussi significatif, c'est-à-dire que moins on parvient à jouer un jeu dominant placé et à être conquérant dans le camp de l'adversaire à la limite de la baseline, on peut provoquer des pénaltys. Or, eux n'en provoquent plus parce que les 2 dernières saisons, il y a 3 buts qui sont marqués sur pénalty. Et quand les gens viennent marquer sur phase arrêtée, c'est des joueurs comme Casimiro qui venaient juste d'arriver du Real Madrid et il est venu s'imposer sur cette action-là. Donc, c'est même pas le fruit d'un travail, c'est le fruit d'une circonstance favorable. Et voilà, ici, c'est même une deuxième chance. Je crois que même que c'est une troisième chance. Il faut avoir un deuxième ballon, encore un ballon qui traîne et puis finalement Rashford qui reste traîné aux abords du petit rectangle pour pouvoir concrétiser une phase arrêtée. Là, s'il n'y a pas de progression là-dedans, ben là aussi, ils vont être limités dans la manière de conquérir certains points pour pouvoir revendiquer quelque chose de plus que la 3e place. Ça suscite une grosse interrogation chez moi. Pourquoi ? Parce que j'estime qu'à ce niveau-là, tout le monde est à égalité, on l'a déjà dit. Tout le monde peut travailler des phases arrêtées. Quand on a des staffs aujourd'hui aussi complets, avec des gens qui ne s'occupent que de ça, des data rooms, des choses, enfin bon, à un moment donné, il faut pouvoir rentabiliser le travail qui est mis au point. Et là, visiblement, il y a un souci du côté de Manchester United, d'autant plus que quand on regarde l'équipe, on ne peut quand même pas pénaliser cette équipe d'avoir que des nains au niveau des frappeurs, des joueurs de tête, etc. Voilà, oui. donc il y a de la présence. Enfin voilà, ne fût-ce qu'un défenseur. Bon, Varane a mis un but ce week-end, oui. Mais il y a des gars qui ont un jeu de tête, il y a des gars qui peuvent être présents. Voilà. Donc c'est vraiment une interrogation. Pourquoi ? Est-ce que c'est le fait du hasard ? Je ne pense pas que c'est du hasard quand ça devient comme ça, quand c'est aussi visible dans le temps, de pouvoir faire cette observation-là. Mais c'est très intéressant, en tout cas, de la faire et de se dire, oui, en effet, une solution cette année pour prendre des points à l'extérieur, c'est d'être plus performant sur phase arrêtée. Et je pense que c'est un des challenges de Ten Hag, à condition, bien évidemment, enfin, je n'en doute pas, qu'il soit, comme nous, au courant de cette lacune. À mon avis, il l'est, non ? Oui, franchement, je crois que c'est un comble. Oui, c'est un comble. Enfin, vous savez, en football, il n'y a plus grand-chose qui m'étonne. Hein, donc, Ok, bon, ben voilà pour la petite présentation de ce match entre Tottenham et Manchester United. Autre affiche très belle aussi, celle-là, c'est Manchester City qui accueille Newcastle. Who takes it on and scores. City face à Newcastle, c'est samedi à partir de 18h30, de 21h30, pardon, 21h, pardon. Le premier contre le 4e de la saison passée, 2 équipes qui se sont imposées facilement lors de la première journée. City à Burnley, Newcastle contre Aston Villa, et puis Manchester City a quand même gagné son premier trophée. C'était hier face à Séville, Jean-François. La Supercoupe. La Supercoupe d'Europe. Exactement. Et ça s'est fait un peu dans la douleur, je ne sais pas. J'ai croisé Phil ce matin, la première chose qu'il me dit, c'est est-ce que Séville ne méritait pas de gagner ? Sur les 20 dernières minutes, probablement pas. Sur l'entièreté du match, peut-être. Parce qu'il y a quand même, à un moment donné, une vraie possibilité de faire 2-0. Donc, on a vu hier qu'il y avait du côté de... Alors, c'est marrant, parce que moi, j'ai trouvé, en tout cas devant mon poste de télévision, j'ai vu hier des petites raisons aujourd'hui... je dirais, de petites raisons à être, non pas inquiet, le mot est un peu fort, mais en tout cas des petits points de faiblesse. À la fois dans les transitions que les adversaires leur ont proposées, et puis peut-être sur le plan offensif, mieux comprendre pourquoi ils peuvent s'intéresser à un profil comme Jérémy Doku, par exemple. Je comprends mieux depuis le match de hier. Donc voilà, mais on aura l'occasion évidemment
d'aller un peu plus dans le détail, mais tout ça sans De Bruyne aussi. Hein. Tout ça on en reparlera évidemment oui, de l'absence de De Bruyne dans un petit instant. Christian, on va revenir aussi sur le match de la saison dernière parce que c'était un match très important, si je me souviens bien, une victoire très importante de City face à Newcastle dans un contexte de fin de saison. On était dans la dernière ligne droite, il fallait absolument prendre 3 points, c'est ça. Hein. Oui, et cette victoire pour Manchester City, je pense, elle a été déterminante parce qu'elle a donné un second souffle dans la dernière ligne droite, surtout que cette équipe avait eu énormément de difficultés en début de saison puisque ça s'était terminé par 3-3 et ils avaient dû marquer 2 buts dans les 10 dernières minutes pour rejoindre Newcastle. Mais là, à domicile, et on le verra plus tard dans le tableau, ils ont démontré ce qu'ils ont démontré toute la saison contre les équipes du top 9 à domicile, c'est-à-dire que c'était un rouleau compresseur, c'était une vraie machine bien huilée, en marquant énormément de buts, en étant offensif à souhait devant leurs fans. Donc voilà, il y a ces combinaisons collectives, on le voit avec cette pénétration de deuxième ligne avec des ballons prolongés. Et ça, c'est tout à fait l'alternative que propose Manchester City à la zone optimale de centre. Et voilà, regardez, tout le monde est content, ça a fait du bien et ça a lancé la dernière ligne droite. Mais on va regarder ensemble les chiffres, les statistiques de Manchester City la saison dernière à domicile. C'est vrai que c'est impressionnant. Et combien de buts marqués face à des équipes quand même du top 10 ? Autant Manchester United a encaissé beaucoup de buts en déplacement, autant Manchester City a marqué énormément de buts à domicile. Regardez, 4-1, 6-3, 2-0, 4-1, 3-1, 3-1, 3-1, 4-2. Il y a en fait c'est Newcastle qui a fait le meilleur résultat à l'exception de Brentford, mais on se souvient de ce match qui était la semaine avant la Coupe du Monde où personne ne voulait se blesser et donc Brentford a profité de ce moment-là. Mais sinon, contre les équipes du top, il y a toujours du spectacle, il y a toujours des buts des deux côtés, mais surtout pour Manchester City. Et ça va sûrement continuer comme ça cette saison, il n'y a aucune raison. Ce qui est terrible avec une équipe comme City, c'est qu'en fait, on se disait l'année dernière, par exemple, je me souviens bien dans l'émission, on avait dit, tiens, Newcastle, c'est peut-être l'élément qui va permettre, qui va peut-être perturber City sur le chemin du titre. Et puis en fait, pas du tout. Le match de City à domicile contre Newcastle a été d'une facilité incroyable. Parce qu'ils sont là dans les grands rendez-vous. Parce qu'ils sont là dans les grands rendez-vous. Voilà, exactement. Ils ont cette manière de dans la dernière ligne droite. Maintenant, ici, on est en début de saison. On sait aussi qu'il y a une planification qui est faite dans la tête de Guardiola pour être plus prêt à certains moments. Et puis, si je peux réagir peut-être sur le match d'hier, dans le match Supercoupe contre Séville, et je dis parce que Séville, super bloc défensif, équipe très compliquée à bouger. Moi, je dirais qu'il y a deux points de tendance où il va falloir évidemment avoir l'œil sur City. C'est dans l'aspect défensif, toujours cette petite problématique sur les transitions, les reconversions adverses. Quand ça va très vite, il peut y avoir des espaces, c'est normal, ils sont dans la possession du ballon, ils doivent faire attention. Deuxième chose, j'ai trouvé que dans le jeu offensif, je ne sais pas si Phil a le même avec moi, mais que dans le jeu offensif, je peux comprendre qu'il cherche un profil comme Doku, parce que de temps en temps, ça manque de changement de rythme et d'accélération. Pas sur le plan collectif, sur le plan individuel. Dans le 1 contre 1... C'est le plus fort. C'est le plus fort. Et je n'ai pas vu de joueurs hier qui m'ont donné ce sentiment d'avoir cette capacité-là contre une équipe comme Séville. Et ça aurait fait du bien. Et des équipes comme ça, et des matchs comme ça, ils vont en avoir quelques-uns en Première Ligue cette saison. Ouais, je pense qu'il y a Alvarez qui peut apporter ça aussi. Hier, il est monté, mais il n'était pas titulaire. Après... Pour revenir à ce que vous disiez au début sur City, ils terminent toujours en force parce que leur préparation est axée sur le fait d'être dans leur meilleure forme dans les 10 ou 15 derniers matchs de la saison. Donc forcément, au début de saison, ils choisissent d'être un petit peu moins. Et c'était le cas l'année passée aussi. Le match à Newcastle, par exemple, était un exemple où ils étaient dépassés physiquement. Parce que là, ils sont battus à Newcastle. Non, 3-3. Ils sont menés 3. Oui, c'est juste. Et ils sont dépassés physiquement. Et hier, on a pu voir aussi certaines lenteurs, effectivement. Et il faut prendre City en début de saison. C'est le meilleur moment pour les ennuyer. Parce qu'en fin de saison, ça devient carrément impossible. Et c'est possible aussi qu'ils vont recruter encore un Doku ou un autre joueur rapide pour compléter cet effectif. Maintenant, je pense qu'il y a aussi la défense avec le nouveau Guardiola qui est arrivé. Il faut s'adapter. On voit Ake qui passe arrière-gauche. Est-ce que c'est le choix définitif ? On va voir. Normalement, c'est une défense à 3 aussi, souvent. Oui. Donc ça évolue, quoi. City qui a donc été gagné 0-3 à Burnley. On sait que cette équipe a d'énormes qualités, notamment au niveau de la créativité, le jeu direct, le jeu dans le camp de l'adversaire. On a constaté quand même aussi lors de cette première journée que City avait marqué 2 buts.
qui sont venus de phases arrêtées, Christian. Oui, et ça, c'est une option supplémentaire qui a. Alors, ils ont toujours été performants dans ce domaine-là aussi parce qu'en fait, ils créent tellement d'occasions qu'ils ont tout le temps énormément, soit de fautes, soit de corners. Donc, malgré tout, ils n'ont jamais été en dessous de la moyenne. Mais là, sur le premier match, c'était quand même un match en déplacement. Ils sont quand même un peu moins forts en déplacement, comme on l'a vu aussi dans le tableau précédent. Et là, ils ont marqué 2 buts sur phase arrêtée. La première qui était grâce à une combinaison en 2 temps avec De Bruyne qui a pu donner pratiquement un centre en zone optimale. Rodri l'a remisé, comme on va le voir ici. Regardez, donc là, il y a ce travail de combinaison. Le ballon va revenir chez De Bruyne et c'est comme ça qu'on peut déterminer une balle avec une balle remisée pour un but au cordeau de la part de Haaland. Et puis après, il y a ce deuxième but aussi qui est suite à un coup franc. Donc ça prouve en fait qu'il y a une palette qui s'agrandit, il y a des options qui s'agrandissent et donc ils vont pouvoir aussi combler des moments. Des fois, il va falloir aussi courir après le score, pas souvent, mais ça sera toujours bien de pouvoir revenir grâce à une phase arrêtée ou de gagner 1-0 ou 2-1 dans les moments difficiles grâce à une phase arrêtée. Et là, à Burnley, ils l'ont fait. Et je voulais ajouter une chose aussi dans l'apport au niveau offensif, comme le disait Jean-François. N'oubliez pas qu'il y a une révélation qui va sortir, c'est Cole Palmer. Il a marqué le but de la victoire au Community Shield. Enfin, pardon, pas le but de la victoire, mais il a marqué le but contre Arsenal. Et il a marqué le but hier contre Séville. Donc, ça peut être une option supplémentaire aussi offensive pour Manchester City cette saison. Totalement d'accord, mais pas dans la vitesse. Tout à fait d'accord sur sa classe intrinsèque. En fait, il ressemble un peu à Mahrez dans son style. Cette manière de jouer à contre-pied, gaucher, venir vers l'intérieur, frappe enroulée, etc. Mais ça ne va pas. Il faut un profil plus percutant en vitesse. Ouais, plus rapide, plus fort dans les 1 contre 1. Je pense aussi qu'on va avoir, peut-être avec l'absence de De Bruyne, Kovacic qui va plus jouer, et ça va donner une possibilité supplémentaire à Rodri d'être efficace offensivement. Et je pense que c'est un des joueurs qui pourrait vraiment exploser cette saison. Il est déjà excellent, mais ça pourrait être un des joueurs de la saison pour City. Bon, la tuile de City, évidemment, c'est l'absence de Kevin De Bruyne, qui est sorti après 23 minutes à Burnley. Au niveau des ischios, ça continue à être problématique. Plusieurs mois d'absence et sans doute une opération. Ça, c'est quand même vraiment la tuile. Ouais, c'est dur parce que c'est une partie de sa carrière où ça devient plus compliqué aussi de récupérer. Après, c'est une équipe qui a un rythme d'enfer puisqu'il joue toutes les compétitions. Ça va être difficile pour lui de revenir en cours de saison aussi, de récupérer l'impact. Bon, son talent, il l'a, mais après, il faut qu'on retrouve le rythme et la disponibilité mentale et physique pour une équipe qui va jouer le titre jusqu'au bout. Alors je fais une petite confidence aux téléspectateurs. Quand on préparait l'émission, on parlait de De Bruyne, etc. Et à un moment donné, j'étais resté sur un sentiment que De Bruyne, l'année dernière, avait été blessé aussi, qu'il n'a pas fait une bonne saison, etc. Et donc, je pose la question à Christian, qui me dit, bon, tu sais, on va vérifier, c'est simple. Et donc, la vérification a été faite, et en fait, se rendu compte que l'année dernière, il avait vécu une saison presque normale. 35 matchs joués la saison dernière, etc. Donc, je ne sais pas d'où venait, dans mon inconscient, comme ça, ce sentiment. J'avais le sentiment qu'il avait été blessé la saison dernière. Je pense qu'il y a eu des périodes où il était moins efficace, et que ça a donné... Il y a aussi la Coupe du Monde qui a coupé le rythme. Mais j'étais sur un drôle de sentiment. Christian, quand on pense De Bruyne, on pense inévitablement à Haaland. Quid du rendement d'Haaland sans De Bruyne par rapport peut-être au match qu'Haaland a disputé la saison dernière sans De Bruyne, ça dit quoi? Et les performances sont liées. On va le voir directement sur l'infographie. Et je vais inviter le téléspectateur à aller de gauche vers la droite. Alors, la courbe jaune, c'est la courbe de progression des buts marqués par Haaland au cours de la saison. Et la courbe orange, c'est les assists données par De Bruyne. Et on voit en fait que chaque fois que De Bruyne a été bon en termes d'assists, donc c'est-à-dire la première partie à gauche, la partie centrale, la partie vers la fin à droite, Haaland a démultiplié le nombre de buts marqués. Il faut savoir que sur les 16 assists donnés par De Bruyne, il y en a 8 à Haaland. Et donc, il est quand même un élément déterminant pour l'efficacité d'Haaland. Donc, on va voir maintenant comment est-ce qu'ils vont essayer de compenser ça. Et alors, juste pour répondre à Jean-François, regardez Jean-François, si on peut remettre l'infographie.
sur le moment où Haaland ou De Bruyne ne fait plus un assist, c'est-à-dire entre la partie gauche et la partie centrale. Regardez cette toupe-là. Et en fait, cela vient de cet effet-là, c'est-à-dire que comme il n'a plus été efficace pendant toute cette période-là, on a pensé qu'il n'était pas là. On est tellement habitué à le voir donner des assists chaque week-end que c'est un peu la raison pour laquelle on se posait cette question-là. Parce qu'en fait, comment vont-ils faire sans De Bruyne? C'est un peu la question. Et moi, j'ai simplement dit à Christian, va regarder l'année dernière, puisqu'ils ont joué déjà sans lui. Évidemment. Et en fait, pas du tout. Et donc, j'étais resté sur cette impression qu'en effet, il n'a pas joué pendant une période, mais c'était parce qu'on est tellement habitué de le voir donner des assists que quand il n'en donne pas, on en oublie peut-être qu'il est pourtant titulaire et qu'il est pourtant bien là. Il en a quand même donné 16 au total sur la saison. Oui, non, chapeau, évidemment. C'est juste pour dire que parfois on peut avoir une impression. C'est toujours bien de vérifier ces impressions parce qu'elles sont parfois pas bonnes. Voilà, c'est pour ça que Christian est là. Merci à lui. Manchester City donc accueille Newcastle ce week-end. Et Newcastle qui est entré dans le top 4 la saison dernière, qui a gagné 5-1 contre Aston Villa. Il y a de l'argent, on le sait, de ce côté-là. Je dirais, c'est bien d'avoir de l'argent. Parfois on l'utilise pas bien, mais là j'ai l'impression qu'on l'utilise bien, Philippe. Ils n'ont pas recruté les joueurs les plus spectaculaires depuis que les Saoudiens ont repris le contrôle du club. Mais justement. Ils ont bien transféré, ils ont fait des choix. Alors, il y a une part de chance dans les transferts. Il y a des joueurs qui ont été transférés, qui n'ont pas été super efficaces non plus. Mais le groupe en a profité pour arriver à cet objectif. Et je pense que ça a dépassé le premier objectif des nouveaux propriétaires. C'était évidemment d'abord de sortir de la zone. Il ne faut pas oublier qu'ils étaient 19e quand ils les reprennent. Donc ils sont sortis de la zone rouge très clairement. Et puis la deuxième saison, ils sont déjà dans le top 4. Donc c'est une progression fulgurante. Il faudra maintenir ce rythme-là et cette qualité-là, mais le premier match a déjà montré qu'ils étaient bien partis pour redevenir aussi efficaces qu'ils l'étaient la saison dernière. Cela dit, Christian, c'est vrai, Philippe, on est d'accord, mais à l'extérieur, il y a aussi une marge de progression là du côté de Newcastle, parce que contre les équipes du top, c'est pas exceptionnel non plus, hein. Et non, quand on voit on a vu le recrutement. Il fallait quand même avoir une bonne cellule de recrutement pour aller chercher Trippier d'abord dans une première intention, puis après d'aller Isaac, puis d'aller Guimarães, puis il y a maintenant il y a Tonali. Donc c'est quand même bien ciblé et ils jettent pas l'argent par les fenêtres comme pourraient le faire les autres équipes. Mais là il y a une chose où il faut vraiment s'améliorer, c'est de se dire que si on a l'ambition d'être premier ou deuxième, il faut essayer de battre ou de faire des meilleurs résultats contre des équipes du top 3, top 4. Regardez en dessous de la barre de Newcastle, toutes les équipes moyennes qui sont en concurrence pour pouvoir accéder à ce top 6, eh bien, ils ont été très performants. 4 buts contre Brighton, 4 buts contre Aston Villa, 6 buts contre Tottenham, 5 contre Brentford, 4 buts à Fulham aussi. Donc, on a quand même vu que cette équipe, début 2023, a eu énormément de difficultés à marquer puisqu'ils étaient les champions du 0-0 et du 1-1. Je crois qu'en 6 matchs ou 7 matchs, ils n'avaient marqué que 3 buts. Mais après, les choses se mettent en place. Ils ont commencé à dérouler. Et donc, cette équipe, maintenant, dans une progression logique, devrait maintenant pouvoir faire des résultats contre ces équipes du top 3. Je veux préciser quand même sur les transferts et sur la manière de construire peut-être, et avec les objectifs évidemment donnés maintenant, de faire de meilleurs résultats c'est-à-dire de faire progresser cette équipe de quelques pourcents supplémentaires. Et pour faire ça, l'entraîneur, au départ, je rappelle quand même que quand Eddie Howe arrive à Newcastle, tout le monde pense qu'il va rester 6 mois et qu'il va se faire dégager et qu'on va aller chercher un grand nom et qu'on va aller chercher des grands joueurs, etc. Bon, on est toujours avec lui pour le moment. Ils vont chercher Tonali à Milan, ils vont chercher Barnes à Leicester, ils vont chercher Livramento à Southampton et ils vont chercher Minch à Odense. Donc ça veut dire ce ne sont pas des noms ronflants. En gros, ce ne sont pas et Ishak avant. Et voilà. Et donc, on transfère malin, on transfère pour apporter la petite plus-value. Et pour pas trop cher. Pourquoi la plus-value? Parce qu'il faut faire des résultats. Christian vient nous expliquer, en parlant des équipes précédentes, qu'il faut être bon sur phase arrêtée, qu'il faut être bon dans les... Et donc, en fait, on a l'impression qu'ils sont en train d'augmenter leur capacité dans différents secteurs de jeu. Tonali, c'est la certitude d'avoir un type qui va vous donner des ballons pour des assists. Qui marque encore le week-end dernier. Qui marque encore aussi, mais qui va pouvoir donner aussi des bonnes phases arrêtées. Inutile de rappeler Trippier quand il vous met un coup franc plein axe, c'est but une fois sur 2. Donc voilà une équipe qui est capable, à mon avis, d'aller voler un résultat, boum, hop, aller gagner ce petit match quand on joue pas bien,
et une équipe qui est aussi capable, comme Christian vient de le montrer maintenant, de réussir face à d'autres équipes des résultats un peu plus conséquents quand ils sont bien. Et Trippier, c'est intéressant parce que ça a été le premier gros transfert qu'ils font au moment de la trêve hivernale, au moment où l'équipe est encore ils ont relégable fait de bons transferts à ce moment-là. Et dans le documentaire qui passe pour l'instant sur Newcastle, Trippier en parle parce que ça a surpris beaucoup de monde qui quitte l'Atlético Madrid, qui est quand même un club potentiellement candidat au titre en Espagne, voire mieux en Ligue des Champions. Et il dit, j'étais séduit par le projet. Il en parle très clairement. Et je pense qu'une des qualités qu'on n'a pas vues au départ de ce groupe financier qui a récupéré Newcastle, c'est de faire confiance au staff qu'ils ont engagé. On écoute les gens, on écoute... comme vous dites, on va chercher des joueurs qui répondent à des critères spécifiques pour combler des lacunes. Et ça, c'est une qualité qui n'est pas présente dans tous les clubs. Et c'est pour ça que la réussite est peut-être au bout de ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas certain, mais en tout cas, ils en sont sur un bon chemin. Ils ont marqué 5 buts contre Aston Villa. On l'a dit quand même, mettre 5 buts à Aston Villa, ce n'est pas donné à tout le monde. Et ce sont des buts, Christian, qui ne se ressemblent pas. Il y a de tout dans ces buts-là. C'est ça qui est intéressant. Oui, et c'était tout sauf évident, puisqu'ils avaient quand même été battus ils avaient été battus 3-0 par Aston Villa dans le dernier match, alors que Aston Villa leur avait mis 3 buts sur centre dans un jeu dominant placé, alors qu'il faut quand même se rappeler que Newcastle est quand même la meilleure défense du championnat avec Manchester City et 33 buts encaissés. Donc, comme le dit Philippe, il y a une base qui a été mise. D'abord, éviter d'encaisser, puis après, il y a une progression dans le jeu, et on le voit sur la photographie, 5 buts, 4 domaines, à part le penalty évidemment, mais là c'est encore quelque chose de particulier. 1 but sur jeu dominant placé, 2 sur jeu placé vers rapide, qui est quand même une qualité difficile à avoir, puisqu'on ne marque que 15% de ses buts sur toute une saison. 1 sur transition rapide et 1 sur phase arrêtée. On ne peut pas être plus complet, et surtout contre une équipe comme Aston Villa, qui, avec toutes les équipes qui ont été entraînées par Emery, on a quand même une bonne mise en place défensive. Eh bien, ils les ont surpris dans tous ces domaines, avec notamment Tonali qui a dû attendre 6 minutes en première ligue pour marquer son premier but. Il est quand même à la limite du petit rectangle. Ici, il y a une phase arrêtée, vous l'avez vu, elle est travaillée en 2 temps pour pouvoir écarter et pour pouvoir jouer dans le dos de l'adversaire. Ici, on a un pressing contre pressing avec une erreur de l'adversaire, et donc il y a cette transition rapide avec Isaac. Donc là, on montre qu'on est vraiment très très complet. Et puis après, on va encore avoir 2 autres buts avec une passe, dans le dos, un contrôle orienté, une passe profonde et un face-à-face. Donc, je crois que cette équipe est armée. Ils ont un bon banc. Ils sont capables de jouer dans plusieurs compétitions cette saison. Ils ont Wilson sur le banc. Ils ont Anthony Gordon. Ils ont Almiron. Ils ont Tonali. Ils ont... qu'est-ce qu'il y a encore Longstaff aussi. Il y a Guimaraes et donc cette équipe a vraiment un potentiel énorme offensif, et s'ils gardent cette manière compacte de jouer défensivement, alors ils vont être très difficiles à battre cette saison. Ils ont perdu Saint-Maximin, mais bon, il n'a pas beaucoup joué la saison dernière. Ils ont peut-être potentiellement le meilleur entrejeu de la Première Ligue, avec Joelinton, Guimaraes et Tonali qui arrivent. Si ces 3-là ensemble fonctionnent bien, comme les 2 autres ont très très bien fonctionné la saison dernière, cette équipe va être très très dangereuse. Et défensivement, ils sont forts. Donc, et on le voit, et on le voit dans les images qu'on vient de passer maintenant, sur les 5 buts marqués. La philosophie reste de faire des choses simples. Ouais, et d'offrir aussi du spectacle au public. Quand on voit les buts, c'est clair. On ne cherche pas une construction avec 450 passes. Non, c'est boum, boum, boum. C'est efficace. Voilà, il y a une recherche d'efficacité en tout cas. Je crois que se déplacer cette saison à St. James's Park, déjà la saison passée, ça va être un enfer parce que le public est chaud bouillant. Mais alors, ils attendent ça depuis... toute leur vie parfois, d'avoir des résultats comme ça. Donc c'est incroyable l'ambiance qu'il y a dans ce stade. Vous la connaissez, vous avez été... On a eu la chance avec Jean-François de temps en temps, mais il y a longtemps d'y aller. C'est de bons à l'époque de Philippe Albert. À l'époque de Philippe Albert, absolument. On salue s'il nous regarde. L'origine des buts, Christian, ça part d'où les buts de Newcastle, en tout cas le week-end dernier? J'ai voulu montrer la diversité, donc on a vu la diversité dans les domaines tactiques, je voulais montrer la diversité aussi dans le lieu d'origine des buts, donc l'intention. Et donc on le voit ici clairement, il y a une volonté de passer par le côté gauche, donc vous voyez les zones hachurées en jaune, ce sont les zones optimales de centre, aussi on appelle ça les half space, c'est
Ce sont des zones qu'on utilise de plus en plus pour pouvoir délivrer les assists parce que c'est les endroits les plus faciles et les plus rapides pour pouvoir alimenter les attaquants. Et puis aussi, il y a eu un but en pénétration par l'axe quand c'était dans le jeu rapide. Donc, il y a cette volonté-là. Il faut voir si contre Manchester City, ils sont capables de reproduire cela ou d'être un peu plus variés en utilisant aussi un peu le flanc droit avec Almiron. Oui. Non ? Si, absolument. Non, j'étais en train de me faire une réflexion sur les zones optimales de centre et j'étais en train de réfléchir et d'essayer de me dire, tiens, d'où c'est venu, comment c'est né, etc. Puis je me suis dit, c'est peut-être parce qu'à l'époque, ils faisaient des entraînements, vous savez, où on mettait la ligne sur la ligne des 16 mètres et qu'en définitive, c'est peut-être comme ça que c'est né à ce moment-là. Non, je cherchais simplement, je sais que Guardiola est un fervent défenseur de ça, de trouver ces all-space, comme Christian les appelle, mais ça fonctionne bien. Moi, je suis juste étonné qu'on n'arrive pas à bloquer ça un peu mieux, quoi. Donc, voilà. Parce qu'on est entre deux zones, peut-être, et que c'est plus compliqué. Les intervalles sont toujours plus difficiles à défendre que les espaces déjà bien définis à l'avance, non ? Oui. Quand on casse une ligne et qu'on vient se mettre entre deux... Ouais. Mais bon, il faut faire des choix, et les choix peuvent être des catastrophes parfois. À mon avis, Pep Guardiola vous a écouté, on verra le résultat samedi. Il va encore nous téléphoner. Il va encore vous téléphoner. Et voilà, on verra samedi donc, dans ce match au sommet entre City et Newcastle. On arrive tout doucement au bout de cette émission. Il nous reste à rappeler à tous nos abonnés le programme de ce week-end en Premier League. Tous les matchs sont diffusés évidemment en intégralité. Nottingham Forest, Sheffield, c'est vendredi, c'est le match d'ouverture. Ce sera sur Divertissez-vous. Et puis, Goals of the Day, c'est avec vous, Philippe ? Oui, le match de Nottingham aussi d'ailleurs. Mais Goal of the Day sera Liverpool, la première à Anfield face à Bournemouth. Tottenham, Manchester United, City, Newcastle, on en a parlé. Et puis le lendemain, Villa, Everton, West Ham, Chelsea, Palace, c'est un beau derby, hein, West Ham, Chelsea. Oui, mais Crystal Palace, Arsenal aussi. Il y a 3 derbys londoniens, je pense. Hein. Ouais. En tout cas, il y en a 2 dimanche déjà. Oui. Et il y en a un, le Fulham-Brentford. Voilà, donc oui, il y a tellement de derbys londoniens que, bon, de temps en temps, quasiment tous les week-ends, il y en a un. De temps en temps, il y en a 2. De temps en temps, il y en a 3. Aujourd'hui, en tout cas, ce week-end, il y en a 3. Merci. On rappellerait de bloquer Pep dans bloquer son téléphone. Je vous expliquerai comment il faut faire pour. Je comprends. Ça peut être énervant parfois. Hein. Ouais. C'est tous les jours. Quoi. Ok, voilà. Eh bien, je pense qu'il est temps maintenant de clôturer cette émission en vous rappelant que vous pouvez toujours nous rejoindre évidemment sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou Instagram. Rejoignez-vous si vous ne l'avez toujours pas fait. Merci Jean-François, merci Philippe. Plaisir. Merci à distance à Christian pour ces éclaircissements toujours intéressants. Merci à vous évidemment de nous avoir suivis. Rendez-vous jeudi prochain, passez une bonne semaine, un bon week-end foot. À très bientôt. Bye bye. Action. This has been a key date in the diary for some time now. This is the Premier League. Oh, that's magnificent! Marcus Rashford! Wow. Oh, it's a glorious goal! Passé. Sterling! Superb goal! De dramatiek. Decore! Oh, that is unbelievable! De schoonheid. Saka. Oh, superb! Oh, it's beautiful! Supersterren. Haaland, Patrick, Salah, oh, that one's even better. De beste competitie ter wereld.